Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Soir Info Week-end, votre rendez-vous du samedi et du dimanche soir pour faire avancer le débat d'idées. Voici le sommaire de ce samedi 6 mars. Fini la totale liberté pour les habitants du Pas-de-Calais, ils entament leur premier de 4 week-ends de confinement, mesure vécue par certains comme une punition. Alors que le temps est printanier, il faut désormais une attestation dérogatoire pour tout déplacement. Confinement localisé d'une part, accélération de la campagne de vaccination d'autre part, ce sont les deux armes sur lesquelles mise désormais l'exécutif pour venir à bout de l'épidémie. Jean Castex et Olivier Véran se sont rendus dans un centre de vaccination de Fleury-Mérogis cet après-midi. Ils étaient dans la Creuse ce matin. Le gouvernement table sur 10 millions de vaccinés d'ici mi-avril, 30 millions d'ici fin mai et invite sérieusement les personnels soignants encore trop réticents à en faire partie. Nous en parlerons avec nos invités. Ce soir, nous revenons également sur les violences urbaines qui continuent de toucher l'agglomération lyonnaise. Après la Duchère et Rieux-la-Pape, hier soir, c'est dans la commune de Bron que des policiers ont été attaqués ce soir. Comment expliquer cet embrasement? Comment surtout restaurer l'autorité de la République? Nous sommes en direct avec le maire de Bron ainsi qu'avec un syndicat de police. Et puis nous nous intéresserons à la visite du pape en Irak, une première historique. François vient soutenir la minorité chrétienne, l'une des plus anciennes communautés au monde. Il entend aussi également tendre la main à l'islam chiite. Et pour discuter de toutes ces thématiques, avec nous deux plateaux d'invités différents. Je vous présente le premier. Nous accueillons Céline Hervieux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire nationale du Parti socialiste et conseillère de Paris. À vos côtés, Imad Kanso. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Antoine Becler de Clamart. Nous accueillons également Gaëtan Dussosset. Bonsoir. Bonsoir. Membre du Conseil national du Rassemblement national. Et Jean-Pierre Lecoq. Bonsoir à vous. Maire LR du 6e arrondissement de Paris, également conseiller régional d'Île-de-France. Alors, nous entamons justement une large page consacrée encore une fois malheureusement à cette épidémie de Covid. Un peu plus de Français revivent à partir d'aujourd'hui un confinement total après ceux de Dunkerque et de Nice. Ce sont donc les habitants du Pas-de-Calais qui sont appelés à rester chez eux. Nouvelle mesure drastique pour tenter d'endiguer l'épidémie pour plus de 2 millions de personnes. Cela signifie donc désormais une attestation dérogatoire pour tout déplacement et la limite d'une seule heure permise dans un rayon de 5 km autour de son domicile. Avant d'en discuter, on fait le point sur la mesure avec Maya Anaïs Yatagen. Grand soleil sur le Pas-de-Calais. Un temps idéal pour se balader. Pendant 1 heure maximum, confinement local oblige. Les plages sont quasiment désertes, mais parmi les promeneurs, il y a quelques fraudeurs. Personne va me dire que je prends un risque sur cette plage alors qu'on est 4. Donc moi je vais sortir 2 heures. Voilà. Même situation à Arras, où les rues sont loin d'être vides. Il y a plein de gens dehors, pourtant on est supposé être en confinement, donc c'est un peu étonnant. Pourtant, les forces de l'ordre veillent ce week-end. Bonjour, la police, contrôle attestation de déplacement s'il vous plaît. Sur papier ou sur mobile, l'attestation est obligatoire. Il y a pensé directement avant de partir pour faire les courses. On respecte les règles et puis ça ira bien pour tout le monde. Il faut qu'on en finisse avec ce virus. Sur une centaine de véhicules contrôlés, les fonctionnaires ne rencontrent qu'une poignée de mécontents. On commence à être à bout là un peu. On est un peu prisonniers de tout ça. J'aurais préféré accepter un confinement général qui nous permettra à tous de vivre peut-être de manière plus sûre. Mais après, aujourd'hui, oui, le week-end, je trouve ça absolument ridicule. Le Pas-de-Calais sera confiné pendant encore 3 week-ends. Voilà, on l'entend. Évidemment, le temps printanier n'aide pas à suivre cette mesure. Première question que j'ai envie de vous poser, monsieur l'infectiologue, justement. Qu'en répondez-vous à ceux, on l'entend dans le reportage, qui se sentent punis, injustement traités? Non, mais je comprends parfaitement. C'est évident qu'avec le beau temps qui arrive, tout le monde va encore ressentir cet enfermement qui date déjà. On est à 1 an de cette situation. Néanmoins, il faut juste se dire que l'espoir arrive. Même si on a misé sur cette vaccination, il y a aussi un effort à faire, à fournir encore. Nous devons nous protéger, nous devons tenter d'atteindre un niveau de protection globale de la population, car on n'est pas seul non plus en France. On a aussi beaucoup d'autres pays qui ont des difficultés, des souches qui mutent, qui changent. Je tiens à remarquer qu'on ne le voit pas ici, on n'en parle pas assez, mais par exemple en Amérique du Sud, en Amérique centrale, il y a des souches qui causent des secondes infections. Et ça, il vaut mieux se
prémunir de ça, se protéger dès maintenant. Notre immunité, elle a été prouvée qu'elle fonctionne au moins pour 2 ou 3 souches déjà de virus mutants. Donc ça vaut la peine. Il faut se dire que cet espoir, il faut le garder en tête, mais faire un effort supplémentaire. Et vous dites faire encore un effort, justement. Oui. C'est finalement ce qu'on nous demande tous les mois, toutes les semaines Oui, en France. Et puis pour rebondir sur ce que vous disiez, se protéger de virus qui sont encore peut-être sur un autre continent, est-ce que ça ne veut pas dire prendre d'autres mesures que celles d'un confinement localisé comme on fait en ce moment en Alors, France? le problème, c'est qu'aucune mesure n'est absolument efficace à elle toute seule. On ne l'a pas vraiment démontré. Donc, c'est vrai qu'on a tâtonné, on le sait, tout le monde le sait. Bien malin celui qui puisse dire cette mesure est la bonne. On l'a démontré. L'expérience du terrain en France a aussi donné l'exemple à d'autres pays. J'entends par là, je ne défends personne, je dis oui, le confinement est une mesure de plus, les semi-confinements, les couvre-feux sont des mesures de plus, mais elles ont fait leurs preuves également. Donc il y a une diminution. Certes, on est sur un plateau en France, donc on échange une semi-liberté aussi. Ça, il faut le dire, on n'a pas été confiné à 100% comme d'autres pays qui ont réussi à réduire. Mais à quel prix également? Donc oui, on peut dire facilement, et on est tenté de dire arrêtons tout de suite, confinons-nous et en un mois on est libre. Ce n'est pas rassuré, ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'on puisse On arriver. n'est jamais sûr de rien dans cette crise finalement. Oui, merci monsieur le professeur. En vous écoutant, j'aurais tendance à dire vaccinons beaucoup plus, et il faut le faire. Et deuxièmement, que le gouvernement commande d'ores et déjà des vaccins pour 2022. Parce que l'apparition de variants laisse à penser que peut-être les vaccins qui sont actuellement en train d'être inoculés ne seront pas peut-être compétents, pourront pas faire face à ces souches. Et puis je rappelle malheureusement que nous vivons une drôle de guerre. Le président de la République a parlé de faire la guerre contre le virus, mais je dirais que c'est plutôt une drôle de guerre dont on aurait perdu toutes les batailles. On n'a rien vu entre novembre 2019 et mars 2020. Je ne suis pas procureur, mais je suis observateur et j'ai appris à vous écouter, à vous entendre. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'infectiologues qui disent pas tout à fait la même chose, qui ont même des modèles qui parlaient de jusqu'à 400 000 morts. Donc on a affolé la population. Maintenant, on leur a fait croire qu'entre le masque et le lit de réanimation au nombre de 3 000, 3 fois moins ou 4 fois moins qu'en Allemagne, il y avait le vaccin. Donc maintenant, on vaccine. Mais on vaccine beaucoup trop peu, 7 fois moins qu'en Angleterre. Donc, accélérons la vaccination, ayons un discours cohérent. On a fait peur avec l'AstraZeneca, ce qui explique qu'il y a à peu près 30% des soignants actuellement qui sont vaccinés, notamment à l'assistance publique. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ? Moi, j'aurais tendance à le penser, mais les règles ne le permettent pas. Vous venez de balayer l'ensemble des sujets qu'on va prendre le temps d'évoquer sur les 3 quarts d'heure qui nous restent. Non, mais très bien, c'est une nouvelle présentation. Je voudrais finir le tour de table pour qu'on reste sur ce confinement du Pas-de-Calais, puisqu'on va aussi être en ligne avec le maire de Boulogne-sur-Mer dans un instant, et puis on développera toute la suite de ces sujets, évidemment. Oui, alors si vous voulez, sur la question du confinement et du confinement local dans le Pas-de-Calais... On y est finalement, c'est une mesure qu'on entendait ne pas vouloir en France, mais finalement c'est ce qui se passe. Oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, il ne faut pas oublier que le confinement, c'est ce que l'on fait, c'est le dernier recours finalement, une fois qu'on a tout raté et qu'on a tout manqué. C'est le dernier outil, le dernier moyen finalement d'essayer de protéger un petit peu plus. Alors là, le dernier aveu d'échec, c'est ce que vous voulez dire aussi ? C'est malheureusement un peu le cas, il faut le reconnaître. Si on prend le Pas-de-Calais, c'est le 2e département le plus peuplé de la région des Hauts-de-France, et il se trouve qu'ils sont avant-derniers dans la part de population départementale vaccinée, parce qu'ils n'ont pas eu les doses finalement suffisantes pour pouvoir vacciner l'ensemble de la population. Donc je vais pas trop m'étendre sur la question de la vaccination, parce que je sais qu'on aura l'occasion d'y retourner, mais il faut quand même savoir une chose, c'est que cette crise en réalité, alors évidemment, l'épidémie, elle est inédite. On n'a jamais connu une telle crise sanitaire de toute la Ve République. Il faut le reconnaître. Donc il y a quelque chose d'inédit qui fait qu'on n'a pas de remède ou qu'on n'a pas de solution miracle qui pourrait se régler à coup de baguette magique. Mais néanmoins, comme on le disait, ça fait 1 an maintenant. Ça fait 1 an qu'on subit cette crise, qu'on a subi un confinement drastique quand même il y a 1 an, il faut le rappeler, de mars au 11 mai. Et il faut pour cela essayer d'en tirer un certain nombre de leçons. On a su qu'on a été obligé, par exemple, de confiner parce qu'on n'avait pas suffisamment de lits de réanimation. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'était engagé à ce qu'on ait plus de 10 000, 12 000 lits qui puissent être mobilisés. On confine aujourd'hui dans le Pas-de-Calais pour la même raison, pour éviter la surcharge des hôpitaux. Bien sûr, mais parce qu'en fait, on continue à ne pas se donner les moyens de sortir finalement des lits en toute
urgence, de faire appel à un nombre de lits supplémentaires. On ne mobilise pas l'armée quand il le faut. On aurait pu, par exemple, mettre en place un certain nombre d'hôpitaux d'urgence éphémères, militaires, comme cela s'est fait dans un certain nombre de pays, mais on ne s'en donne pas les moyens. Il y en a eu dans l'Est, dans l'Est de la France. Il y a un an, on a monté un hôpital de on en a eu, je crois, ça concernait dans mes souvenirs une 50aine de places quand on avait des modèles au Royaume-Uni ou même en Corée, où là on parlait quand même de milliers de lits qui étaient mis à disposition pour que l'on puisse se donner les moyens d'essayer d'endiguer un peu cette crise. Donc je veux bien qu'il y ait un caractère inédit, mais ça fait quand même un an que le gouvernement échoue sur un grand nombre de sujets. Il avait échoué sur les masques, il avait échoué sur les tests, il a échoué sur la commande des vaccins. Donc j'espère qu'on va pouvoir assez rapidement prendre quand même les mesures qui s'imposent pour essayer de sortir de cette crise et redonner quand même un peu de goût à la vie, parce que ça commence à manquer. Céline Hervieux, redonner goût à la vie aussi aux Français, c'est... Oui, redonner goût à la vie et laisser ces sas de liberté que sont le week-end. Parce que honnêtement, sur le confinement le week-end, moi je ne comprends pas ce qui était dit dans le reportage. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Ça veut dire, en gros, vous passez la semaine à produire de la richesse, à travailler, vous prenez des risques pour votre santé, risque de se contaminer en réalité. Et le week-end, qui est le seul sas de liberté, de respiration pour un certain nombre de concitoyens, on vous le prend, on vous le retire. Donc moi, je ne comprends pas ces mesures de confinement le week-end. À ce moment-là, en effet, c'est ce que disait la dame dans le reportage. À ce moment-là, confinons ou posons un couvre-feu. Mais le confinement le week-end, vraiment, c'est de dire le seul espace que vous avez pour peut-être vivre autrement que uniquement par le travail et la production de richesse, on vous le retire. Je ne comprends pas cette stratégie. Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est en effet d'avoir une approche qui soit plus territorialisée. Ça, c'est vrai qu'on l'a demandé depuis des semaines, donc c'est heureux que le gouvernement ait fini par l'entendre. Alors, on va voir si le maire de Boulogne-sur-Mer partage votre analyse. Bonsoir Frédéric Cuvillier, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de CNews. Vous êtes donc le maire de Boulogne-sur-Mer. Que répondez-vous, vous, à ces administrés qu'on a vus dans le reportage dans le Pas-de-Calais, qui se trouvent injustement traités et finalement confinés, alors que d'autres Français ont encore leur totale liberté, jusqu'à 18h en tout cas? Oui, ce confinement a été l'occasion finalement de mettre en lumière les manquements graves, les retards sur la stratégie de vaccination qui avait été annoncée, qui n'a pas eu lieu, ou en tout cas avec un niveau extrêmement faible dans le Pas-de-Calais. Je rappelle, c'est un département qui est divers, qui est littoral, qui est rural, qui est urbain. C'est le 7e département en termes de population de France, et c'est celui qui a connu un taux de vaccination inférieur de l'ordre de 30% par rapport à la moyenne nationale. Alors aujourd'hui, on a dit qu'à la population, bien écoutez, soyez confinés, nous n'avons pas été à la hauteur, les doses sont parties ailleurs, d'autres régions en ont certainement bénéficié, peut-être était-ce nécessaire en temps de crise, pour des situations difficiles, mais aujourd'hui, ceux qui sont victimes de ces privations ou de ces limitations de liberté, c'est la population qui, je peux vous l'assurer, n'est pas une population irresponsable. Vous avez montré de très belles images de ma ville, et la population est respectueuse de ce qu'on lui inflige depuis maintenant plus d'un an, parce qu'elle a bien conscience qu'il faut sortir de cette crise et de cette épidémie. Mais pour autant, cela ne peut pas se faire sur la base et sur le fond de l'injustice territoriale. Et c'est singulièrement ce que nous vivons. Avez-vous d'autres idées à suggérer pour éviter justement ce traitement différent entre un Français et un autre, un habitant des Hauts-de-France et un autre? Des idées à suggérer. Je ne suis pas professeur de médecine. Simplement, je demande une chose, c'est que nous puissions avoir une campagne vaccinale qui évite le confinement, et non pas que nous confinions pour vacciner. C'est ce qui est en train de se faire. Et par ailleurs, que l'on ne laisse pas entendre cette petite musique qui serait de dire que la population serait responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Il n'en est rien, il y a une crise qui est une crise sanitaire. Pour autant, il faut que les réponses soient à la hauteur. Et que, par ailleurs, je partage ce qui a été dit sur votre plateau, le confinement le week-end est une violence sociale, une violence économique, et je vois, et j'ai rencontré toute la journée dans le vaccinodrome que nous avons mis en place en catastrophe, comme quoi, lorsque l'on veut, on y parvient, puisque les collectivités étaient mobilisées, le corps médical était mobilisé depuis maintenant des mois où nous attendons les doses, les bénévoles étaient mobilisés, et aujourd'hui, cela se fait
sous prétexte que nous sommes confinés. Il ne faudrait pas que l'on dise tout simplement vous avez le droit à 1000 doses par jour sur le site du vaccinodrome qui est le nôtre, sous prétexte que vous êtes confinés. Je le dirai demain au ministre de la Santé qui se déplace, pour nous faire avaler la pilule, ce serait quelque chose d'irrespectueux par rapport à la population. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ne sont pas comprises. D'abord parce qu'elles sont confuses, parce qu'elles paraissent comme étant injustes, et par ailleurs parce qu'elles sont inadaptées, soit territorialement, soit dans l'objectif qui est poursuivi. Il faut qu'il y ait une chaîne vaccinale, il faut que les vaccins arrivent. On sait qu'il y a des doses, et lorsqu'il y a des doses, il y a des volontaires pour pouvoir assurer la chaîne vaccinale et faire en sorte que ce soit une réussite. Merci beaucoup Frédéric Cuvillier. On a entendu votre message, évidemment. On vous laissera le rappeler au ministre qui se déplacera demain à Tourcoing, justement. Merci beaucoup d'avoir... À Boulogne-sur-Mer. À Boulogne-sur-Mer aussi, et il passera à Tourcoing. Sachez-le si vous ne le savez pas, mais j'imagine que vous êtes au courant. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Réponse de l'infectiologue à ce que indique Monsieur le maire. En fait, on nous confine parce qu'on nous a retiré un peu les vaccins pour les donner à d'autres. C'est ce qu'il semblait dire. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Je ne pourrais pas dire ça comme ça. Non, il y a eu effectivement une distribution des vaccins au prorata des populations. Bon, d'autres personnes ont dit que non, ce n'était pas le cas. Non, les ARS ont essayé de faire ça. Maintenant, avec... Ou alors il n'y en a pas assez, donc on se confine. C'est vrai que ça paraît un peu barbare comme mesure. Non, mais justement, comme il y a eu en effet une disparité des cas, et donc certains territoires ont été beaucoup plus atteints, donc là, il y a eu un mouvement de doses vers les territoires plus touchés, d'accélérer ces territoires-là. Mais au départ, ce n'était pas le cas. Oui, enfin, je crois que quand même, tout le monde constate, tout le monde le sait, on ne vaccine pas assez en France. On a cité des chiffres tout à l'heure, 7 fois moins de vaccination qu'en Angleterre. Je compare avec l'Angleterre, je ne parle pas d'Israël qui a une population beaucoup plus petite. Mais regardez même, réaction hier du Danemark, Premier ministre danoise, du Super Mario en Italie et de l'Autriche. 3 pays qui sont quand même assez proches que nous, surtout l'Italie qui a été terriblement touchée. Eh bien, l'Italie mobilise beaucoup plus massivement, va confier à un général italien le soin de sourcer, le soin d'organiser. Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Israël. L'armée est sans doute la dernière administration qui fonctionne dans notre pays. Pourquoi ne pas faire appel davantage à elle, au-delà d'ailleurs de ce qui a pu être fait de façon tout à fait modique à Strasbourg? Il faut beaucoup plus vacciner et il faut avoir des doses. Alors, on a commandé des doses par le biais de l'Europe, très bien. Mais on sait très bien maintenant que ces doses n'arrivent pas forcément, qu'AstraZeneca risque de ne pas honorer la totalité de ses commandes. Il fallait donc, comme on l'a fait en Grande-Bretagne, en plus des doses commandées au niveau européen, commander des doses au plan national. Quand on fait la guerre, on ne le fait pas avec un chasse-peau ou avec une arbalète, on le fait véritablement avec des moyens qui compte. Sinon, c'est une drôle de guerre. On va justement parler dans quelques minutes justement de ce coup d'accélération donné par l'exécutif à cette campagne de vaccination. On sera curieux de vous entendre sur ce sujet. On va d'abord faire une courte pause de publicité. À tout de suite. De retour dans les débats de Soir Info Week-end, nous parlions de ce premier week-end de confinement dans le Pas-de-Calais. Pas de confinement prévu pour l'instant à Paris, mais un serrage de vis. La police a procédé à des évacuations en fin d'après-midi sur les quais du canal Saint-Martin. Regardez. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir quitter les lieux. Nous fermons les voies sur berge. Les règles de distanciation physique ne sont pas respectées. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir quitter les lieux. Nous fermons les voies sur berge. Merci de quitter les lieux et d'emporter vos déchets. Merci d'évacuer les quais. Tout le monde est concerné, mesdames. Alors évidemment, même si on comprend évidemment dans le fond la mesure, ce sont des images qui restent difficiles, elles font mal au cœur à regarder ces images. Bien sûr qu'elles font mal au cœur, surtout que pour ces jeunes générations qu'on voit à présent sur les images, il n'y a plus aucun espace, si vous voulez. Les théâtres sont fermés, les cinémas, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc si vous voulez, on n'est pas confinés, donc oui, on va prendre le soleil, oui, on va se mettre en extérieur. Et moi, ce que je trouve quand même dommage, c'est que la police là intervient de manière comme ça autoritaire en disant évacuer, etc. Mais il pourrait faire peut-être plus de pédagogie aussi, d'expliquer, de demander, de s'éloigner. Parce qu'en réalité, ces jeunes, quand vous les faites sortir de ces zones, autant là, ils sont à l'extérieur, mais ils feront exactement la même chose, mais simplement chez les uns ou chez les autres. Donc,
Et ce sera peut-être plus dangereux puisque ce sera justement dans un lieu dans un confiné. lieu clos, absolument. Alors qu'en extérieur, normalement, on avait cru comprendre qu'il y avait une circulation moins importante du virus. Donc moi, je trouve ça quand même regrettable qu'il n'y ait pas plus de pédagogie. Oui, non, c'est des images, si vous voulez, moi, je trouve complètement hallucinantes. C'est l'Absurdie, épisode 436, où on a en plus, au même moment où, quand on allume les bulletins d'information, les chaînes d'information, on tombe sur des images de violences urbaines à Bron, à Lyon, à Beauvais, et là qu'on voit des forces de l'ordre qui sont mobilisées pour aller évacuer les quais de Seine, les voies sur berge, etc. Non, c'est vrai que c'est des choses qui hallucinent, d'autant plus que oui, c'est vrai, il fut un temps, on a cessé de nous répéter que c'était à l'extérieur, qu'on était finalement moins susceptible d'attraper ou de diffuser ou de participer à la diffusion du virus. Donc il y a un moment donné, il faut quand même laisser vivre les gens, d'autant plus que, si vous voulez, quand on voit... Alors d'accord, je comprends notamment par exemple une partie des habitants du Pas-de-Calais qui aujourd'hui voient ces images, qui disent donc nous on est confinés pendant qu'il y a des regroupements, des attroupements pour profiter du soleil. Je peux comprendre ce genre de réflexion. Mais moi, c'est pas ces images-là qui me dérangent. C'est les images par exemple que j'ai vues tout à l'heure quand je reprenais le RER A, où du fait du couvre-feu à 18h, eh bien, entre 17h et 18h, c'est évidemment bondé, vous n'avez pas de place. Je parle même pas des problèmes de transport qui arrivent très régulièrement et qui font qu'on se retrouve bondé sur les quais comme dans les voitures. Donc voilà, on ne peut pas d'un côté dire, lorsque vous vous déplacez pour aller travailler, eh bien, vous pouvez être tassés les uns contre les autres, mais lorsque vous voulez profiter justement de retrouver un peu vos amis et profiter tout simplement un peu de la vie, là, ce n'est plus possible. Vous entendez ces arguments? Je les entends. Vous dites qu'il n'y a rien qui marche forcément efficacement, donc on est obligé de multiplier les mesures, mais... Oui, je l'entends très bien. Je ne veux pas être là uniquement pour représenter les pères fouettards qui souhaitent le confinement. Bien sûr, mais par contre, vous pouvez nous dire si c'est effectivement si risqué que ça d'être en ce moment, en début du printemps, sur les quais de la Seine. Les variants qui se disséminent beaucoup plus rapidement, il y a des risques, même... Quand on est à l'extérieur, quand on est dans les milieux de transport, on a le masque. Ça réduit. Et heureusement, d'ailleurs, on n'a pas observé énormément de contamination. Et néanmoins, c'est risqué. Les transports, on est assez, effectivement. Mais si on porte le masque, il y a quand même une réduction du risque. Même à l'extérieur, on est quand même très serré avec ces regroupements. Non, mais là, sur les quais, il y a des regroupements. Oui. C'est pas non plus des fêtes non, énormes. C'est pas des fêtes. On est bien d'accord. À l'extérieur, entre eux, avec leur masque. À l'extérieur, la contamination est moindre. Tout le monde le sait. Mais il faut quand même reconnaître qu'avec ces variants, la quantité de virus est beaucoup plus importante et on postillonne et on envoie des virus et on se contamine. Ce qu'on comprend, c'est qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté, mais oui, ce que vous dites, pour tenter de se sortir de cette épidémie. On peut comprendre ça. Il faut aussi savoir que dans un mois, on se passera à l'heure d'été. Il va donc faire jour jusqu'à 21h, 21h30. On ne va pas continuer ce stop and go permanent. Et pourtant, on nous y prépare. On nous l'a dit. Non, mais attendez, cette espèce de communication, ce supplice chinois insupportable pratiqué par le gouvernement. Le lundi, le mardi, je vais reconfiner. Je vais vous annoncer ça le jeudi. Ça sera de votre faute si vous reconfinez, puisque si vous respectez pas les gestes barrières, etc., je reconfine. Finalement, je reconfine pas. Je renvoie des doses le vendredi et le samedi. Mais au final, si vous voulez, les doses sont insuffisantes. On mobilise à la dernière minute. Aura-t-on le même volume de doses? On en parlait tout à l'heure la semaine prochaine. Il faut arrêter cette politique qui est insuffisante, qui est mal faite, qui est à demi responsable et qui fait peser sur la population française un climat d'angoisse qui est insupportable. Car on n'en parle pas ce soir, mais il n'y a pas que le Covid, il y a toutes les autres pathologies qui sont oubliées. Axel Kahn, qui préside la Ligue contre le cancer, le dit très bien. Les malades du cancer il a pu utiliser cette expression plein la poire, et puis je ne parle pas de toutes les pathologies mentales qui sont en plein développement et qui posent un réel problème et qu'on retrouve dans toutes les catégories de la population. Oui, mais justement, les maladies mentales et tout ça, ça va avec le fait qu'on soit confiné, justement. Il y a un lien très fort entre le fait de restreindre nos libertés. J'entends bien. Et justement, alors, le problème, c'est qu'on ne sait pas. OK, on a dit, il y a eu beaucoup de collègues, de confrères qui ont demandé le confinement pendant 4 semaines, 5 semaines. Il y a eu des calculs épidémiologiques pour dire, voilà, pendant ce temps-là, vous confinez et effectivement, vous arrêtez la circulation du virus. Et néanmoins, la dynamique n'a pas été trouvée. La dynamique n'est pas nécessairement
comme on a voulu la figer. Donc il faut bien vivre avec le virus, d'une certaine façon. Mais vivre avec le virus. Vivre le virus en faisant attention, en respectant les gestes barrières. Tout à fait. Mais en même temps, en redonnant de la vie, en rouvrant les cinémas, qu'attend Madame Bachelot, en rouvrant les théâtres, où il n'y a aucune étude épidémiologique digne de ce nom qui prouve qu'on peut attraper le Covid au cinéma à partir du moment où on garde un masque. Et en vaccinant, justement, puisque Jean Castex entend, peut-être au cinéma, peut-être avant le cinéma, ce serait mieux, Jean Castex entend mettre le paquet sur la vaccination en mars et en avril. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Il était aujourd'hui avec Olivier Véran dans des centres de vaccination, notamment à Fleury-Mérogis. On va voir une petite séquence et puis on en discute. Là, aujourd'hui, sympa. C'est sympa. Non, franchement, c'est une bonne expérience personnelle. Ouais. Et demain, vous êtes là aussi. J'aurais bien aimé, mais ils m'ont pas appelé pour demain. Ah. Voilà. Bon. Je pense qu'ils essayent de partager un peu tout le monde. Oui, il y a beaucoup de volontaires. Ne vous inquiétez pas, la vaccination va aller encore plus vite. On aura encore plus de monde. Merci. Ça va s'accélérer, voilà ce qu'a confirmé Olivier Véran. Il sera demain à Boulogne et à Tourcoing en compagnie de Gérald Darmanin. Le message semble évidemment clair. On met un petit coup de pression pour lancer cette vaccination. Vous sembliez dubitatif tout à l'heure, on va en parler juste après avoir posé la question à Alexis Lévrier, spécialiste en communication, maître de conférence à l'Université de Reims. Bonsoir Alexis Lévrier, merci d'être en direct avec nous. Le gouvernement parle donc de 10 millions de vaccinés d'ici mi-avril, 30 millions d'ici fin mai. Est-ce que, on le sent bien, il veut faire oublier les couacs et les retards précédents, mais est-ce que ça suffira ? C'est pas certain, parce qu'on paye toutes les erreurs qui ont été commises dans le passé. Ça fait 1 an que cette crise dure, et on sait que dans un premier temps, il y a eu des fautes de communication majeures sur les masques, sur les tests, sur la communication même du président qui était très verticale, très martiale dans un premier temps, et qui donnait beaucoup de certitudes avant d'accepter la part d'incertitude d'une épidémie comme celle-là. Il faut se rappeler qu'en juin dernier, par exemple, le président disait « voilà revenus les jours heureux ». Il semble bien loin les jours heureux aujourd'hui, et il a fallu beaucoup de temps pour finalement accepter que nous sommes face à un virus qui ne cesse de muter, qui est très imprévisible, dont la diffusion est très rapide, et que finalement face à cela, nous sommes obligés d'accepter que la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Et par ailleurs, et ça je crois que ce n'est pas simplement un problème français, il y a un problème de lenteur, ça a été dit sur votre plateau, de lenteur de la campagne vaccinale, qui est vrai pour toute l'Union européenne. On est vraiment très très loin des chiffres de nos voisins et d'autres pays du monde, même les États-Unis, dont on s'est beaucoup moqué. Et donc là, on va insister sur l'arrivée massive des vaccins, mais en creux, ça désigne aussi les manques du passé. Quand aujourd'hui, on vaccine 220 000 personnes un samedi, on se glorifie de cela, on dit que c'est extraordinaire. Le problème, c'est que c'est la première fois qu'on vaccine le samedi. C'est à ça que cela renvoie. Et on peut se dire, on nous parle d'une urgence absolue de la vaccination, mais dans une situation d'urgence absolue comme celle-là, on devrait depuis longtemps vacciner aussi le week-end. Donc moi je suis très modeste aussi, je pense que ce virus nous met face à une obligation d'humilité, mais quand même on est obligé de regarder les manques de la communication. Elle s'est améliorée, elle est plus modeste, et elle accepte la part d'incertitude, je le disais, mais tout de même, on a le sentiment qu'on pilote à vue et qu'il y a toujours beaucoup de difficultés au sommet de l'État, à la fois sur le concret, c'est-à-dire la vaccination, et sur la communication elle-même qui reste très flottante, très hésitante. Et pourtant, il faut donner de l'espoir aux Français, il faut commencer à leur faire apercevoir un peu le bout du tunnel. Alors maintenant, il faut renouer cette confiance et puis surtout, il faut garder le rythme des vaccinations pour espérer transformer l'essai. Ça, c'est toute une autre incertitude pour l'exécutif. La vaccination, c'est pratiquement la seule chance de s'en sortir, sauf aléa climatique. On peut toujours parier sur le fait que, comme l'an dernier, le virus va un peu disparaître une fois que les beaux jours vont revenir. Mais les jours heureux eux-mêmes, pour reprendre l'expression du président, n'arriveront que si on peut vacciner. Et donc, il faut insister sur l'urgence de cette vaccination. L'autre problème, et là, je crois que vraiment, et ça se pose à toutes les démocraties, c'est que il y a un complotisme qui circule dans toute l'opinion publique sur la question des vaccins. Beaucoup de gens ne croient pas aux vaccins, pensent que ça va mettre des nanoparticules qui vont piloter notre cerveau. Enfin, il y a
un discours complètement fou qui circule sur les réseaux sociaux là-dessus, mais qui est très puissant, qui se nourrit de la frustration des gens et du fait qu'ils vivent confinés, enfermés depuis un an. Et la difficulté pour tous les États, pour tous les gouvernements, c'est de donner de l'espoir sans mentir aux gens et en combattant ce complotisme qui prospère aujourd'hui à l'échelle mondiale. Merci beaucoup Alexis Lévrier de nous avoir livré votre point de vue sur cette communication de l'exécutif. On en vient à cette accélération de vaccination. On va regarder les chiffres justement. 135 000 doses seront distribuées et sont distribuées désormais dans les zones les plus touchées. Vous voyez cette répartition, 50 800 en Ile-de-France, 13 000 vont dans les Alpes-Maritimes, 10 000 dans le Pas-de-Calais, de nouveaux centres de vaccination qui ouvrent aussi également. Jean-Pierre Lecoq, justement, on vous a entendu assez sévère ces dernières semaines sur ce plateau par rapport à la gestion de cette crise. Des doses qui arrivent, des centres de vaccination qui ouvrent, ça devrait vous rassurer. Oui, mais écoutez, 135 000 doses, c'est pas sérieux. Si on voulait vraiment vacciner la population, il faudrait multiplier par 8 ou par 10. Il faut multiplier par 10, il faut ouvrir. Il faut que... On en a assez de toutes ces autorités. Donc on en a pas assez, la haute autorité Sputz, le comité bidule, le professeur machin, etc., qui entravent la vaccination. Ça fait des mois, ça fait un mois que les pharmaciens demandent à pouvoir vacciner. Moi, j'ai dans le 6e arrondissement une énorme pharmacie. Alors ça va commencer la semaine prochaine, je crois, l'implication. Non, ça va commencer à partir du 15 mars. Mais on ne sait pas vraiment, puisque le gouvernement qui court après l'épidémie change de discours chaque semaine. Il communique et ensuite on constate que souvent ça ne marche pas. Donc les pharmaciens sont prêts à vacciner. Mais il faut ouvrir davantage. On a besoin dans les centres de vaccination d'étudiants, les étudiants en pharmacie, les étudiants... on a besoin de personnes qui vaccinent. Les médecins, souvent, ne sont pas suffisamment libres. Eux-mêmes ont été mis en grande difficulté, les médecins libéraux, l'année dernière. Ils doivent s'occuper de leurs patients. Il y en a de moins en moins. Ils ne sont pas toujours disponibles pour vacciner. Donc, il faut vraiment une mobilisation générale. Et pour ça, il faut que l'ensemble de ces autorités qui se superposent les unes des autres lâchent, ouvrent et que la vaccination se fasse, si vous voulez, massivement à travers le pays. Mais ça se met en place, effectivement. Ça ne va peut-être pas aussi vite que vous l'espériez. Non mais qu'est-ce qu'on a fait pendant un an? Ah ben je suis d'accord avec vous. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'avait pas de vaccin il y a un an. Non mais attendez. Non, on n'avait pas de vaccin. Non mais attendez, cher monsieur, on pouvait préparer les choses. Monsieur Castex. Les choses étaient préparées, vous le savez. C'est pas ça. Non, les médecins voulaient vacciner et maintenant ils se retirent. Je sais qu'il n'y avait pas de dose. Donc les pharmaciens veulent vacciner et ils le feront aussi. Non, je pense qu'il y a quand même, il faut dire les choses comme elles sont. On n'a pas assez de doses parce que l'Europe n'a pas assez de doses. Je l'ai dit. Donc on ne peut pas demander ce qui n'est pas possible de faire. Bien sûr. Maintenant, nous avons la volonté de le faire. Je ne parle pas pour le gouvernement, je parle en tant que médecin qui souhaite vacciner la population. Oui. Donc, maintenant qu'on a ces doses, on met le paquet, on avance. Maintenant, on met tous la bonne volonté. On essaye de lutter contre justement ces personnes complotistes, comme la personne l'a mentionné. Mais il y a beaucoup de personnes qui souhaitent se faire vacciner. Maintenant, on laisse les pharmaciens le faire. Ayons tous la bonne volonté et ne mettons pas non plus la population en otage. Ce n'est pas possible. C'est le gouvernement qui la prend en otage. Non. On n'est pas là pour casser du gouvernement. On est là pour aider la population. Moi, monsieur, je suis là pour aider la population. Moi, je suis un maire. On est là pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Moi, je suis un maire qui essaie d'être... Non, on est là pour aider. Ces discours contradictoires ne font que aller à l'encontre de la situation. C'est le gouvernement qui la porte depuis un an, monsieur le professeur. Non, c'est votre responsabilité, c'est ma responsabilité. Cette pandémie, elle nous concerne tous. Et bien sûr. Et si je ne veux pas me faire contaminer, c'est ma responsabilité. Ce n'est pas celle du gouvernement, c'est ma propre responsabilité. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement essaye de mettre en place des choses et je l'aide parce que je suis un médecin et j'aide la population. Moi, je suis un maire à ce qu'elle se fasse vacciner. J'ai une population, j'ai 4500 personnes âgées de plus de 75 ans qui veulent se faire vacciner. Et on en a vacciné seulement quelques centaines. C'est vrai qu'on a tardé à ouvrir le week-end ces centres de vaccination, mais qu'ils ouvrent. Ils ne fonctionnent que très moyennement. Donc je dis simplement que bien évidemment, il n'y avait pas de vaccin l'année dernière, mais que le gouvernement avait des mois pour préparer les choses, et il n'a pas préparé les choses comme il devait le faire. Alors, juste et on est d'accord là-dessus. Pour illustrer ce que vous venez de dire, parce que les centres ouvrent maintenant désormais le week-end, on a des images de Noisy-le-Grand où l'on a vacciné ce soir jusqu'à 20h, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on avance petit à petit, on va voir ces images et évidemment, on attend vos réactions aussi, Gaëtan Dussaucet et Célien Vieux. Non, mais alors, si vous voulez, le problème, c'est qu'il y a une réalité. Si on prend par exemple, rien qu'aujourd'hui,
les États-Unis ont vacciné en un jour autant qu'on a vacciné depuis le début de la campagne de vaccination en France. C'est la réalité. Si on prend, Ils sont meilleurs en logistique que nous, ça on le savait déjà Mais à quoi avant bon de cette crise. comparer ça si on est en Europe? Alors, regardons en Europe. On peut prendre par exemple le Royaume-Uni qui a... C'est hors de l'Europe, ça. C'est hors de l'Europe. Ils ont bénéficié d'une partie. Ils ont bénéficié d'une partie. Ils ont bénéficié comparable. Monsieur, alors on peut regarder avec la Hongrie, on peut regarder avec l'Allemagne, on peut regarder avec le Aider les Danemark, on peut Français regarder à s'en avec la sortir. Suède, la Norvège. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est là, nous, notamment dans notre rôle d'opposition, de montrer où sont les carences et Soyez les manquements constructifs, du s'il vous plaît. gouvernement. Eh bien, je le suis, si vous me laissez aller jusqu'au bout. Si vous voulez, il y a un grand problème, c'est que le gouvernement, par pure idéologie, parce que c'est ça la réalité, s'en est complètement remis à l'Union européenne. Ils ont laissé la Commission européenne négocier avec les laboratoires pour recevoir On dit des aussi que doses. sans l'Europe, Ils on ont en aurait eu refusé- encore moins des vaccins. Ils ont refusé d'aller au plus au franc, de mettre le prix, d'avancer l'argent qu'il fallait pour qu'on reçoive un certain nombre de doses. C'est ce qu'ont fait d'autres pays. Il y avait d'ailleurs des soupçons sur l'Allemagne, qui elle-même s'est pas contentée seulement des doses qui étaient négociées par la Commission européenne, mais qui a passé aussi des contrats avec d'autres laboratoires, parce que évidemment, quand on est responsable politique dans un pays, notre responsabilité, c'est de protéger notre population d'abord. Donc il faut s'en donner les moyens. Mais le gouvernement n'a pas voulu. Ils étaient dans une idéologie qui disait c'est l'Union européenne qui fait. Dès que l'Union européenne fait, c'est fantastique. On a vu le résultat. Donc si vous voulez, aujourd'hui, on pâtit justement. Si on est obligé d'avoir du confinement local, si on est obligé de subir un couvre-feu, si on est obligé de laisser de manière complètement arbitraire cinéma, théâtre, salle de spectacle et de concert fermées, c'est parce que le gouvernement n'a pas été capable de se fournir en nombre de doses suffisantes. Et d'ailleurs, si la vaccination ne va pas assez vite, désolé, moi je ne mets pas la responsabilité ni sur les soignants, ni sur la population française, parce que la population française est suffisamment nombreuse à demander à pouvoir se faire vacciner. Donc ce n'est pas la faute du complotisme ou des personnes qui pourraient avoir des doutes et qui sont fort heureusement dans notre pays extrêmement minoritaires, et je m'en réjouis. Ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas la faute de la population française ni des soignants, c'est tout simplement la faute des responsables, c'est-à-dire les responsables politiques. Enfin, c'est quand même assez ironique d'entendre des responsables du Rassemblement national, alors que vos propres responsables étaient quand même assez préoccupés justement de la question du développement d'un vaccin d'une manière aussi rapide, etc. Et parler justement sur les plateaux de télévision en disant attention, on n'est pas sûr de se faire vacciner. Donc c'est quand même assez ironique de vous entendre aujourd'hui solliciter des vaccins que vous avez vous-même remis en question. Mais là où je reçois ce que disait le médecin, c'est que, et monsieur le maire, en effet, il y a un manque d'anticipation. Donc ça, c'est une évidence. Je pense que même au sein de la ville de Paris, on l'a vu, c'est-à-dire que nous, on était prêts à recevoir 25 000 doses par semaine. Aujourd'hui, en effet, on est à 10 000 maximum. Donc effectivement, il y a un vrai problème de planification et d'anticipation. Et là, vous avez tout à fait raison. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet aussi. Et nous, au sein de la ville de Paris, on a essayé de le mettre en œuvre justement avec Anne Hidalgo. C'est la création de centres aussi sans rendez-vous qu'on a mis en place pour des populations, des quartiers populaires, parce que il y a la question des complotistes, mais il y a aussi tout un tas de gens qui sont éloignés de la question du vaccin pour cause de la fracture sociale, la fracture numérique, des gens qui ne vont pas sur Doctolib, qui ne savent pas qu'ils sont éligibles au vaccin. Et donc, on a mis en place des centres de vaccination, notamment dans le 19e arrondissement, sans rendez-vous et d'aller vers, d'avoir cette démarche de l'aller vers, donc c'est-à-dire de communiquer sur le fait que les personnes peuvent se faire vacciner aussi, avec évidemment la contrainte du nombre de doses possibles. Mais c'est une démarche qui est aussi importante parce qu'il y a un certain nombre de Français et de Parisiens en l'occurrence qui n'étaient pas forcément au courant qu'ils étaient éligibles sur le vaccin et qu'on est allé chercher aussi. Et donc ça, ce sont des démarches qui sont importantes et je suis d'accord avec ce que disait le médecin. Il faut être constructif aussi dans son approche. Il y a eu beaucoup de cafouillages dans ces centres d'appel qui explosent, des rendez-vous qui ne sont pas pris ou qui sont annulés, reportés. Bien sûr, beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner, c'est ce qu'on disait. Les complotistes ont finalement cédé un peu de terrain et les Français ont été de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner, mais du coup, on n'a pas pu recevoir tout le monde. Ouais. Mais en tout cas, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut davantage vacciner. Ça, on est d'accord. L'exécutif semble d'accord aussi, puisqu'il met l'accent sur ça. Même si l'exécutif, là encore, je vais faire de la peine à monsieur le professeur, mais n'a pas été bon sur la communication autour de l'AstraZeneca, ce qui explique qu'actuellement, il y a beaucoup de soignants, et je ne pense pas qu'il y ait énormément de complotisme chez les soignants, il y a beaucoup de soignants qui ne sont pas vaccinés. Vous savez à qui c'est la faute de l'AstraZeneca? C'est nous-mêmes, médecins. Ben oui. C'est nous-mêmes, collègues. Ne parlez pas de l'exécutif. C'est nous-mêmes qui avons donné nos propres avis et qui avons fait peur à la communauté. Donc moi, j'ai dit une chose, j'ai dit une chose et l'autre collègue a dit autre chose. Ah non, je ne me fais pas vacciner parce que ça donne des effets secondaires et je ne fais pas confiance à AstraZeneca. Et l'exécutif, quand on est absurdissime, un vrai exécutif, tout ça. on écoute les experts, mais on décide, si vous voulez. Si, dans le passé, mais vous critiquez les le fait chefs qu'ils politiques, s'entourent des les chefs scientifiques. politiques n'avaient écouté tous les experts, comme Anne Hidalgo l'a dit fort justement, le débarquement n'aurait pas eu lieu.
Alors justement, en matière de vaccination, c'est aussi sur les personnels soignants, justement, que l'exécutif met la pression. On rappelle que seuls 30% du personnel soignant est vacciné actuellement. Le ministre de la Santé les encourage encore une fois à le faire avant de peut-être les y obliger. Vous voyez la une de Libération aujourd'hui, la piqûre de rappel d'Olivier Véran, qui veut inciter ses personnels soignants à participer à cet effort collectif. Avant de discuter, de débattre de cette question, on va essayer de comprendre la réticence de ces personnels soignants avec ce reportage de Jean-Luc Thomas en Haute-Garonne. Dans cette EHPAD, la vaccination du personnel contre la Covid atteint 40%, un bon chiffre. Pourtant, une majorité a encore des doutes, des questionnements. Je n'ai pas confiance dans ce gouvernement, dans cette manière de gérer cette crise. On entend des choses, puis après on entend son contraire. Et si le vaccin devient obligatoire? Quand on est forcé, c'est jamais avec plaisir. Mais je le ferai, bien entendu. Ouais. Il y a 6 mois, cette aide-soignante ne veut pas d'un vaccin Covid. Il y a peu, elle change d'avis. J'ai des proches qui ont eu la Covid et qui ont été très malades. Et j'avais pas du tout envie de l'attraper. Pour la direction, il faut, autour du vaccin, informer, rassurer, expliquer et convaincre. Je pense que ce qu'on a commencé à faire, là, on a vacciné 40% des salariés. On va pouvoir le poursuivre dans les mois à venir si l'État nous en donne les moyens, si on reçoit bien les doses pour vacciner, parce qu'on est prêt, on est bien organisé. Sans faux pas du gouvernement ou des laboratoires, cette directrice espère vacciner 80% des salariés, même chiffre que ses résidents. Alors, que faut-il y voir? Une défiance de la part du personnel soignant? Non, je pense qu'il y a eu quand même des informations un peu contradictoires, comme je le disais à l'instant, et donc ça fait un peu peur parce qu'au départ, pour l'ensemble des Français, mais finalement 30% seulement de vaccinés chez les personnels soignants. C'est connu que le personnel médical et non médical ne va pas forcément aller volontairement se faire vacciner. C'est vrai que contre la grippe également. Oui. C'est vrai ça. Donc c'est un phénomène connu. Là, il y a eu quand même le fait que l'AstraZeneca, notamment chez des jeunes, donnait un syndrome pseudo-grippal. Et ce syndrome pseudo-grippal, qui se calme facilement avec du paracétamol, comme je vous le disais aussi, effectivement a fait peur aux gens. Donc ceux qui voulaient se faire vacciner au départ ont eu peur parce que voilà, et donc effectivement... Sauf que si le personnel soignant refuse de se faire vacciner et qu'on en parle comme ça n'encourage pas les Français à participer à cette campagne. Ceci dit, voilà, il faut montrer l'exemple aussi. C'est une belle expérience parce qu'on a justement invité à la PHP les proches de personnel soignant et figurez-vous que ça a entraîné et du personnel soignant et des proches pour se faire vacciner. Donc il y a des élans comme ça qui se mettent en place. Peut-être qu'on va effectivement travailler un petit peu plus ça, mais je pense qu'il y a des gens qui réfléchissent et qui vont le faire. Il faut rester Vous êtes vacciné vous-même? Bien sûr, bien sûr. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez de cette réticence du personnel soignant? Certains y voient aussi quelquefois une pression supplémentaire mise sur l'exécutif pour revaloriser son propre statut. Est-ce qu'on peut l'expliquer comme ça aussi? Il ne faut pas chercher à culpabiliser ou à mettre la responsabilité sur les soignants. Si vous voulez, pour qu'on ait un peu de confiance, parce que c'est ça qui est important quand on veut mettre en place des stratégies vaccinales et des campagnes de vaccination, il faut d'abord avoir de la confiance avec la population. Et les soignants mais ça n'aide pas à construire cette confiance. Mais dans ce cas-là, il faut mettre en place un certain nombre de systèmes. Vous en parliez, dès qu'on met de la concertation, de l'explication, qu'on invite des proches à se renseigner, à savoir de quoi il est question, comment faire en effet pour faire face. Mais ça peut étonner les Français que même certains médecins ne veuillent pas se faire vacciner. C'est ça qui pose question. Si les explications ne sont pas claires, alors moi j'entends bien, c'est vrai que les scientifiques peuvent se contredire d'un plateau à un autre, mais parce que aussi c'est du rôle d'un scientifique. Un scientifique est là pour avancer une thèse, puis une antithèse et d'essayer de savoir qui va avoir, pour essayer de se rapprocher du vrai et de la vérité scientifique. Mais le politique, lui, il est là pour créer autre chose. Il est là pour mettre en place les campagnes de vaccination, créer un lien de confiance pour que tout ça puisse se passer dans l'ordre. Il y a eu un manquement. Je pense que les sujets qu'on a aujourd'hui, le fait qu'on en parle d'ailleurs sur ce plateau et comme dans d'autres émissions, à mon avis, va aussi encourager une bonne partie des soignants à aller se vacciner davantage que ce fut le cas jusqu'à présent. Et tant mieux. La piqûre de rappel, comme disait Libération d'Olivier Véran, est-elle judicieuse?
Bien sûr qu'elle est judicieuse. Moi, je trouve que c'est irresponsable, en fait, les discours qui ont été tenus sur AstraZeneca, et notamment par le gouvernement sud-africain lui-même. C'est dramatique, parce que, si vous voulez, quand vous rompez justement cette confiance avec les habitants et les Français, c'est évidemment des problématiques qui, après, se répercutent. Évidemment que les gens n'ont pas confiance, parce que vous avez des discours, en effet, très contradictoires. Mais c'est irresponsable dans la mesure où on a un vaccin. On est quand même en France. On a une agence de santé qui nous valide le vaccin. Il faut quand même entendre, même si ce vaccin n'a pas les mêmes résultats que d'autres comme Moderna ou Pfizer par exemple, je pense que c'est très important de le considérer tout de même. Là, on a Johnson & Johnson, dont on a l'Agence européenne du médicament qui va nous donner son aval normalement à partir du 11 mars. Une seule injection d'ailleurs. Une seule injection, pas de contrainte aussi dans la... Ça va simplifier la logistique. Dans la mise en place, absolument. Donc voilà, si ces vaccins sont validés sur le territoire français, c'est que voilà, a priori, les risques, la majorité des risques ont été écartés, donc il faut tenir un discours de responsabilité vis-à-vis de ça, et c'est très important. Plus on a de vaccins et plus on pourra vacciner, je veux dire, c'est mathématique. Donc, oui, mais Jean-Pierre Lecoq va dire oui, mais on n'en a pas assez. On n'est pas arrivé au bout de notre peine. Sur une note positive, vaccinons, validons le Johnson & Johnson, faisons en sorte que les élèves infirmiers, que les élèves médecins, que les élèves pharmaciens puissent vacciner, et tout ira pour le mieux. Il faut que tout s'améliore et que les commerces, les musées, les théâtres, les cinémas rouvrent le mieux possible, et on ira tous beaucoup mieux. Quid d'une éventuelle obligation de se faire vacciner? Parce que, pour l'instant, là, on parle du personnel soignant. Olivier Véran rappelle ce personnel soignant à l'ordre en disant « allez vous faire vacciner pour vous, pour les autres aussi », avant que peut-être on vous y oblige. C'est envisageable, ça? Je pense que dans l'immédiat, ce n'est pas nécessaire, ni envisageable. Je pense que les gens commencent à réfléchir et à accepter davantage. D'ailleurs, voyons que ça se passe plutôt bien. Donc non, ils ont même ramené, encore une fois, leur famille, leurs proches. Je pense que ça ne va pas être nécessaire. Et ce n'est pas la peine de défier encore et de se mettre à dos un personnel qui est fatigué, un personnel qui lutte, qui est face à cette situation, qui est sur le front, comme on l'a dit. Donc non, c'est du sacrifice. Donc on ne va pas les bousculer, je pense, et je pense que ça serait un peu maladroit. Il vaut mieux discuter, il vaut mieux parler, il vaut mieux expliquer. Mais voyons que tout le monde, par émulation, on va y arriver rapidement, parce qu'on le voit, Il y a eu beaucoup de personnes réticentes que j'avais vues, des patients, et tout le monde se précipite maintenant et souhaite se faire vacciner. Et les gens se font confiance et ça passe. En fait, oui, j'ai pas eu grand-chose, j'ai pas eu mal, ou il y a eu ceci, cela, ça a passé. Donc, ça va marcher parce que justement, comme vous l'avez si clairement expliqué, on a des données. On va faire la publicité, entre guillemets, positive, des choses qui sont réelles. Parce que ce vaccin, il est parfaitement efficace. Il fait juste un petit peu plus mal que l'autre. Vous dites ce duquel parlez-vous, du Pfizer ou aussi de l'AstraZeneca? Pardon. D'accord. Celui qui a fait peur à la population. Donc Pfizer ou AstraZeneca, il ne faut pas en avoir peur. Non, absolument pas. Le Johnson pas. Johnson, s'il arrive. Peut-être pas non plus. Il est très efficace également. Les données dont on dispose actuellement sont très bonnes. Et c'est une technologie aussi différente et très très récente, novatrice. Donc non, je pense que c'est très très bien aussi qu'on puisse en disposer. C'est pratique au niveau de la logistique, la conservation, le nombre de doses, c'est génial. Donc je pense qu'avec un peu de chance, ça va bien marcher aussi. Je reviens sur ma question d'obligation, parce qu'on en avait déjà parlé l'été dernier, de ce qui avait effrayé certains Français. Éthiquement, en plus, philosophiquement, ça pose un problème quand même d'obliger une population, que ce soit personnel soignant ou français, lambda, j'ai envie de dire, c'est pas possible. Juste un détail, nous sommes obligés d'avoir des vaccinations, de vaccins par exemple contre l'hépatite B, nous, personnel médical, et on est obligés. D'accord. Vous voyez, donc, et ça ne pose aucun problème au sein du personnel soignant? Non, ça ne pose aucun problème. Pour être en école de médecine, de pharmacie d'infirmier, il faut être vacciné. Parce qu'on a le risque de contracter l'infection avec une piqûre, avec un accident. Donc voilà. Et c'est la même chose pour le coronavirus. Une tour de table sur Il ne faut surtout pas rendre obligatoire la vaccination, parce que sinon tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent n'a plus aucun sens. Puisque la vaccination et une bonne stratégie de vaccination doit reposer sur un lien de confiance. Si vous le rendez obligatoire, à ce moment-là, vous recréez de la suspicion, vous brisez un lien de confiance et vous devenez complètement inefficace dans votre stratégie et votre campagne de vaccination. D'autant plus que nous y sommes opposés parce que nous militons plutôt pour ce qu'on appelle la liberté vaccinale. La liberté aux Français de choisir de se faire vacciner, oui
ou non. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, il ne faut pas que ça soit rendu obligatoire ni par la loi, ni par la création d'un passeport sanitaire qui ferait de vous des citoyens de seconde zone qui ne pourraient pas accéder aux mêmes loisirs que d'autres, évidemment activités culturelles, activités de restauration, sorties, etc., etc. Donc, et ce qu'il faut, c'est vraiment impérativement permettre un maintien de la confiance par le biais d'explications, par le biais d'un dialogue, d'un échange régulier et surtout par la mise en pratique de la stratégie de vaccination, c'est-à-dire la capacité d'avoir suffisamment de doses pour vacciner ceux qui le souhaitent, ce serait déjà pas mal. Évidemment, c'est nerveux. Je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit. En effet, tant qu'on n'a pas la capacité logistique de proposer la vaccination à tous ceux qui le souhaitent, on ne peut évidemment pas la rendre obligatoire. Et en plus, c'est de la discrimination tout simplement parce que vous avez des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner aussi pour des raisons d'allergie ou pour toute autre raison de santé. Donc c'est évident que justement le seul aspect positif, si vous voulez, c'est qu'on soit capable collectivement justement de renoncer à des libertés pour se protéger. Donc c'est pas pour que certains aient des droits que d'autres n'ont pas, et particulièrement sur le plan de la santé. Donc je pense que c'est une option que le gouvernement a d'ailleurs écartée depuis un certain nombre de semaines déjà. Jean-Pierre Lecoq. Oui, moi je suis pas non plus pour l'obligation. De toute façon, c'est pas possible pour tout un tas de raisons. Après, il faut développer d'autres choses. On n'a pas parlé des tests salivaires ce soir, mais ça existe et ça peut être développé dans les écoles. Il faut le faire là aussi massivement et ça nous permettrait d'ailleurs, sur le front des écoles, où on n'a pas parlé des professeurs qui ont été très très courageux, qui sont aussi au front, comme le sont les soignants, eh bien, de les rassurer et de faire en sorte que les écoles continuent à être ouvertes, ce qui est tout à fait important. J'avais une dernière question pour vous, l'infectiologue. Depuis quelques jours, le nombre de cas baisse, de cas de contamination. Est-ce que le gouvernement table sur justement, est-ce qu'on a atteint le pic et ce qui nous fait entrevoir effectivement une sortie de crise pour le printemps, 4 à 6 semaines, comme disait apparemment le chef de l'État la semaine dernière? Peut-être que le gouvernement pense cela, mais je serais beaucoup plus prudent parce qu'on a eu beaucoup d'oscillations. C'est-à-dire que lors de ces dernières semaines, on a eu vraiment des montées. On a atteint parfois 30 000 cas par jour pour descendre à 20. Donc ces oscillations ont été dans un plateau. Je ne suis pas certain qu'on soit encore en descente de ce plateau. Donc il faut rester très prudent. Le gouvernement peut-être table là-dessus. Peut-être il a fait des calculs, mais aucune des prévisions et des modélisations ont fonctionné correctement. Donc ça, c'est très compliqué de le dire. Bon. Merci beaucoup et merci à tous les quatre d'avoir été nos invités pour cette première partie de Soir Info Week-end. Je vais vous laisser regagner les coulisses, repartir avec votre autorisation puisque nous sommes sous couvre-feu. Je vous le rappelle, on entame la deuxième heure.